Merci beaucoup. Je voudrais maintenant demander à Pierre Lacombe de nous dire les conclusions provisoires. Provisoire. Un débat très riche dont je retire 5 éléments majeurs. Le premier, c'est que beaucoup de questions, bien plus qu'une, ont soulevé le problème des espaces publics. Ici, je voudrais ajouter peut-être 2 considérations. Le premier, c'est que plus les logements individuels sont petits, plus est important l'espace public. Si vous regardez à New York, où la densité à Manhattan est très grande, il y a des milliers de bars, des milliers d'endroits publics, que ce soit des places ou que ce soit le 4e étage d'un immeuble, ou le 20e étage d'un immeuble, plus ils se multiplient. Ce sont donc des lieux, comme à Tokyo, où entre 5 et 7, les gens d'affaires aiment se réunir avant de rentrer chez eux. Donc la notion d'espace public, c'est une notion fortement culturelle et qui est liée au type de ville, au type de densité et au type d'égoïsme auquel nous avons affaire. Tout cela a été admirablement expliqué dans un livre de Marcel Gauchet qui s'appelle « Le désenchantement du monde », où il a parlé longuement de la notion d'individualisme de masse. C'est bien ça l'égoïsme contemporain, où chacun croit qu'il est le maître de sa destinée, où en fait tous dépendent des médias et dépendent des lobbies qui nous entourent. Voilà donc quelque chose que j'aurais pour ma part souhaité ajouter dans cette notion d'espace public. Un deuxième point qu'on pourrait également ajouter, dont on n'a pas tellement parlé, qui est lié au Moyen-Âge, c'est la différence entre les villes royales et les villes marchandes. Ce que vous avez montré, cette grande place de Bruxelles, elle fait typiquement partie, dans d'autres exposés, vous avez parlé longuement de cela, c'est la différence entre la ville marchande, comme Bruxelles, où il y a l'espace marchand du citoyen en général, c'est la grande place, l'espace marchand, l'espace non marchand du parvis de Sainte-Gudule, qu'on a réussi d'ailleurs à supprimer, et l'espace que l'on pouvait avoir au niveau royal, qui était le palais du Gothenburg. Et là, nous touchons à la différence entre la ville marchande et la ville royale. La ville marchande pour les citoyens dans l'ensemble, la ville royale essentiellement pour, je crois que Cédric va devoir m'écouter, et donc je vais répondre à sa question assez rapidement. Donc ville marchande et ville royale, qui étaient en fait des grandes places, Versailles, la place Stanislas à Nancy, pour les courtiers. Deuxième point que je retire, et auquel on n'a pas tellement répondu, c'est le problème de la mixité des cultures. Comment et à quel prix les villes de demain vont-elles résoudre le problème de ces quelques milliers ou dizaines de milliers d'Africains et d'autres qui arrivent par Lampedusa vers les villes centres? J'ai l'intention d'ailleurs, en accord avec Éric de Cullener, d'inviter un jour mon ami Avramopoulos, qui est comme un commissaire en charge de la migration et dont j'ai eu le plaisir de voir qu'il avait des idées tout à fait originales sur le sujet. Le problème de l'immigration et le problème de la mixité des cultures sont évidemment liés. Un troisième point, c'est le problème de cette antinomie, pour ne pas dire contradiction, entre la ville mobile et la ville vivable. Une ville mobile dont on entre et on sort, c'est une ville de flux qui est l'antinomie de la ville où on habite, où on se réjouit. Et ce que vous avez montré du square de Luxembourg, je ne sais pas si les gens fréquentent le jeudi soir, mais cette place est vraiment un substitut spontané à l'absence d'espace public organisé à l'Union européenne. Et il n'y en a que 2, la place Froissart, à Jourdan, et donc c'est tout incroyable que dans cette ville nouvelle, beaucoup de choses peuvent être posées. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé le quartier nord pour les institutions européennes? Il avait été fait pour ça. Le premier plan date des années 50, tout était prêt, on a fait le Trade Center, et puis tout à coup, comme par hasard, on a choisi de prendre l'endroit le moins adapté, c'est-à-dire le parc du cinquantenaire, où il n'y avait pratiquement pas d'infrastructure prévue. Il a fallu 50 ans pour qu'elles arrivent, maintenant tout doucement. Voilà les questions qu'on peut se poser.
sur les espaces publics et les investissements dans le transport par opposition aux investissements pour la qualité de la vie. Je suis très reconnaissant à Cédric Dumonceau d'avoir mentionné le fait qu'à Louvain-la-Neuve, des investissements très importants ont été faits au niveau précisément de lieux de rencontre. Il y a la place de la gare, tout à fait normal, puisque c'est la première place qui a été urbanisée, et puis la grande place, et entre les deux, une série de petites places où peuvent fleurir des restaurants et des lieux de rencontre. Donc voilà quelque chose que j'essaie de retirer, je ne suis pas trop long, j'espère, de ce beau débat, et j'espère que le suivant, c'est-à-dire dans un mois, sera au moins aussi passionnant, puisque là nous aurons non seulement le recteur de l'ULB, que j'ai aussi déjà entendu ailleurs, qui est en cheville avec Éric Duguenet, qui est le président de l'ULB, mais surtout nous aurons également quelqu'un que je connais depuis longtemps, Metzger, qui est un architecte peut-être moins connu que celui qui devrait être, qui est le doyen, l'ancien doyen de la faculté, et qui nous présenteront à deux le défi d'organiser une ville nouvelle à côté de la plaine des Manœuvres, qui est tout cet espace qui va être démoli, des casernes qui constitueront un défi pour une ville du XXIe siècle ou pour une ville du XXe siècle. Merci de votre attention et je redonne la parole à notre cher président.